Benny Gantz a réussi, je crois, dans cette affaire avec les bonnes relations qu'il a depuis longtemps avec les autorités françaises et particulièrement avec les militaires français, il a dissipé les malentendus avec la France. Et nous allons à présent reparler de l'affaire Pegasus et plus exactement essayer de voir si cette affaire risque d'affecter les relations entre la France et Israël. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Freddy Eitan. Freddy, bonjour. Oui, bonjour Olivier. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes, je rappelle, ancien diplomate et directeur du CAP, qui est le Centre des Affaires publiques et de l'État. Alors, on va essayer de voir un peu où on en est dans cette affaire Pegasus. Hier, Benny Gantz était à Paris. Il a rencontré son homologue français, la ministre française de la Défense. Est-ce que cette visite de Benny Gantz était vraiment justement dans le but de rassurer les Français concernant l'affaire Pegasus ? Écoutez, tout d'abord, il faut dire que Benny Gantz est arrivé à Paris. Cette visite a été programmée de longue date. Oui. Comme vous le savez, Benny Gantz est un ancien chef d'état-major de Tzahal. Et donc, il a réussi, je crois, dans cette affaire avec les bonnes relations qu'il a depuis longtemps avec les autorités françaises et particulièrement avec les militaires français. Je crois qu'il a réussi à dissiper les malentendus avec la France dans cette affaire d'espionnage. Vous savez, il faut rappeler quand même que c'était une enquête menée par 17 médias, dont Le Monde et même le journal Haaretz. Et il faut dire aussi que les services de renseignement marocains, selon cette enquête, auraient utilisé Pegasus, ce logiciel, à des fins de piratage. Et piratage aussi, de tentatives de piratage des téléphones du président Emmanuel Macron. Il faut dire aussi que ce groupe israélien, NSO, a rejeté catégoriquement ces accusations. Et il faut dire encore que les autorités marocaines ont déposé hier des plaintes contre ces médias, des plaintes de diffamation. Alors, je crois que Gantz, dans ses contacts qu'il a eus, a affirmé une fois encore qu'il prenait ces allégations évidemment très au sérieux, mais dans le contexte aujourd'hui des ventes d'armes et y compris même dans les logiciels, Israël accorde, il faut le rappeler, des autorisations en matière de cybersécurité uniquement dans le cadre, comme vous le savez, de la lutte inlassable que nous menons depuis longtemps contre le terrorisme et aussi contre la criminalité, c'est-à-dire contre les crimes. Et donc, il faut que ce logiciel, en principe, en règle générale, doit obtenir, si vous voulez, le feu vert d'une agence qui existe ici en Israël, qui ait un contrôle très efficace des exportations militaires, au même titre d'ailleurs de toutes les ventes d'armement que nous, comme vous le savez, Israël se trouve aujourd'hui dans le peloton de tête de la vente d'armement. Alors, et enfin, pour mettre dans un contexte beaucoup plus précis, je dirais que cette NSO est une société privée. Oui. Et donc, certains consultants, il faut le rappeler, sont des étrangers. Et je rappelle aussi que l'un d'eux était ambassadeur de la France à Tel Aviv. Donc il y a là une situation beaucoup plus complexe et dans ce domaine-là si vous voulez, dans la guerre des ombres ou ce qu'on appelle dans la guerre, dans l'espionnage. Évidemment, il faut être assez prudent et à la fois vigilant. Alors, il faut être prudent et vigilant, mais il faut être aussi, je crois, assez clair sur cette situation. Et on a l'impression, pour le moment, en tout cas au ministère de la Défense et au gouvernement en entier, que pour le moment, c'est pas la clarté la maximale qu'on remarque. Non, mais il faut dire qu'il faut avoir évidemment un contrôle plus efficace pour évidemment éviter tout dérapage. Et il y a dans cette affaire, il ne faut pas l'oublier non plus, si le mystère plane, il y a aussi des manipulations politiques de certains médias, il faut le dire, et des ONG. Et il y a aussi des intentions malveillantes de certains utilisateurs.
Et donc, une enquête est nécessaire. Et elle a commencé d'ailleurs. Et pour l'heure, je peux vous dire que les premières indications prouvent qu'il n'y a pas eu d'infiltration cybernétique dans les ordinateurs de l'Élysée, ni dans des téléphones mobiles du président Macron, ni de ses proches conseillers. Donc, l'important, si vous voulez, de la visite de Gantz s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large, mais je dirais même historique. Vous savez que depuis 1967, depuis le fameux embargo, depuis la guerre des 6 jours, et depuis de nombreuses années, la France refusait des visites officielles des ministres de la Défense et même des chefs d'état-major à Paris comme à Tel Aviv, à Jérusalem. Ouais. Alors, qu'est-ce qui a changé? Alors, aujourd'hui, à l'époque, c'était une coopération très timide, très discrète. Parce que la France conditionnait l'amélioration donc de la relation par des concessions dans la solution du problème palestinien et dans d'autres problèmes. Et donc cette politique qui a échoué a créé, si vous voulez, pendant des années, inutilement des incompréhensions et parfois même des disputes même graves. Alors, malgré tout, il faut dire aussi cette méfiance, surtout des leaders politiques. Il y a eu une formidable complicité, entre guillemets, je dirais, qui existait entre les militaires des deux pays. Et on se souvient toujours que c'est grâce, il faut le rappeler toujours, que grâce à l'armée française, qu'Israël a pu se moderniser, comme on se souvient des Mirages et des chars français, etc. Et acquérir aussi cette expérience, parce que le jeune État n'avait pas d'expérience pour organiser Tsahal. Et donc la France a contribué dans ce domaine-là. Aujourd'hui, je crois que ces relations sont au beau fixe. Oui. Parce que il existe, et c'est là l'importance dans les relations diplomatiques, je crois qu'il existe une séparation nette entre ce qu'on appelle le bilatéral, c'est-à-dire entre les deux pays, et le multilatéral, c'est-à-dire avec le conflit et sur le plan régional. Et dans ce contexte-là, il faut aussi focaliser la puissance technologique de l'armée israélienne. Et on le voit parce que c'est un gage pour consolider nos relations dans cette arène internationale et cette concurrence entre les puissances. Et il faut rappeler aussi que Israël fait partie, si vous voulez, de ces pays où, dans les salons militaires comme au Bourget et ailleurs, il y a une certaine curiosité, intérêt, je dirais une admiration même dans la technologie israélienne. Alors après ce retour à cette confiance que vous nous décrivez, Freddy, quelle va être la prochaine étape dans les relations entre Israël et la France ? Écoutez, je crois qu'on va consolider ces relations parce que il y a aujourd'hui de très bonnes relations bilatérales de défense et de coopération militaire, mais elle s'inscrit aussi, cette visite, dans le cadre des ententes qui existent face d'une part à la menace nucléaire iranienne, et on sait que la France a une position assez ferme concernant l'Iran, mais elle fait partie évidemment des pays occidentaux, y compris de l'Amérique. Et il y a un problème aussi de la déstabilisation des régimes arabes, comme au Liban, aujourd'hui en Tunisie. Et donc, nous essayons avec la France de trouver une certaine entente pour que la France intervienne aussi au Liban, face à cette crise actuelle et face évidemment au Hezbollah, qui risque de renforcer ses positions et parce que la situation est explosive. Et ça peut relancer évidemment les hostilités le long de la frontière. Freddy Eitan, ancien diplomate sur les relations entre la France et Israël après cette affaire Pegasus. Merci pour toutes ces explications ce matin sur Studio Qualité.